Donc bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir ménagé ce temps d'échange. Comme je le disais juste à l'instant, je vais commencer cette intervention. Alors, j'ai jamais été auditionné par votre commission, mais enfin, j'ai déjà fréquenté un tout petit peu les ordres de la République, enfin, ou plus exactement ceci, puisque j'avais eu le plaisir déjà d'échanger avec la mission sur l'effet de serre qui avait été constituée par l'Assemblée nationale. Avec Jean-Yves Le Déaut et Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc c'était la préhistoire des auditions sur les questions de changement climatique à l'Assemblée nationale. Je vais aujourd'hui essayer de vous montrer un certain nombre de choses. Alors, ou bien vous sautez en l'air à la lecture de ce qui va suivre et j'ai besoin de 3/4 d'heure pour vous expliquer pourquoi c'est logique, ou bien on part de ça comme acquis et à ce moment j'ai juste quelques éléments complémentaires à vous montrer. Le premier élément de conclusion auquel j'ai envie de vous amener, c'est que sans énergie, le monde moderne n'existerait pas. L'énergie a façonné la totalité de ce qui nous entoure, la hausse du pouvoir d'achat, l'urbanisation, la tertiarisation, la mondialisation, le temps libre, les retraites, les études longues, les 35 heures. En gros, la totalité de ce qui aujourd'hui fait ce qu'on considère être les acquis sociaux que nous pensons éternels, c'est l'énergie. Et il n'y a pas assez d'énergie pour que le smicard français continue à consommer comme il consomme. Il ne s'agit pas de vous et moi qui sommes dans les catégories supérieures, il s'agit bien du smicard français qui n'aura pas la possibilité, et ça a déjà commencé, de continuer à consommer comme il consomme. Et toute la question est de savoir comment est-ce que ce genre de situation se gère sans que ça dégénère en instabilité sociale très forte. La deuxième chose que je souhaite vous dire, c'est que en première approximation, j'ai de très belles courbes pour le montrer, le PIB mondial ne dépend que de l'énergie disponible. Donc, dit autrement, si l'énergie disponible se met à être contrainte, et il ne s'agit pas de prix, il s'agit de volume, alors le PIB se met à être contraint. Et en fait, c'est très exactement la raison pour laquelle M. Sarkozy s'est trompé quand il a annoncé la hausse du pouvoir d'achat en 2007 et M. Hollande s'est trompé quand il a annoncé le retour de la croissance en 2012. Ils ont tous les deux fait la même erreur. Ils ont pensé que leur volonté était plus forte que la physique. Malheureusement, la physique est plus forte que leur volonté. Et donc, il n'y aura plus de croissance à partir de maintenant en Europe. En règle générale, on sera dans un monde sans croissance. Une année sur deux, la récession. Une année sur deux, un petit rebond. C'est tout simplement lié au fait que l'approvisionnement énergétique en Europe est déjà contraint. Je commence par la conclusion. Après, vous verrez si vous avez besoin des explications intermédiaires. En Europe, à cause des contraintes qui pèsent dès à présent sur l'approvisionnement en gaz et en pétrole, qui représentent en gros les 2/3 de l'énergie consommée en Europe. Et oui, la présentation peut circuler, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, on retient 90% de ce qu'on écrit et 10% de ce qu'on entend, je crois. Il y a dès à présent en Europe une contrainte d'approvisionnement qui fait, j'insiste, que la croissance perpétuelle ne reviendra plus. Alors on peut trouver ça triste, désagréable, je sais pas quoi. Mon sentiment, c'est que tout plan fait pour l'avenir qui présuppose qu'on va financer n'importe quoi avec les surplus d'une croissance retrouvée fera faillite. Donc, c'est assez simple. À partir de maintenant, il faut faire les plans pour l'avenir sans croissance. Voilà, donc ça je viens de le dire. De ce fait, le temps joue contre nous. Et de ce fait, il y a un effet d'éviction absolument majeur dans le fait de financer des trucs qui ne servent à rien. Dit autrement, tout truc qui ne sert à rien engendre un effet d'éviction sur les trucs qui pourraient servir à quelque chose. Et pour aller directement au fruit de ma pensée, si on dépense des dizaines de milliards en panneaux photovoltaïques, eh ben ces dizaines de milliards ne sont plus disponibles pour faire des trucs qui servent vraiment à quelque chose, étant donné que les panneaux photovoltaïques portent sur des pouillèmes dans la situation actuelle. On ne peut pas compter sur la limitation de l'énergie fossile disponible. Donc, dit autrement, on ne peut plus habiller Paul sans déshabiller Jacques. Voilà, c'est la caractéristique d'un univers sans croissance. On est dans une mauvaise situation en termes d'échelle de temps, c'est-à-dire qu'il y a trop d'énergie fossile sur cette Terre pour compter sur sa limitation pour sauver le climat, mais il n'y en a déjà plus assez pour compter sur son abondance pour faire redémarrer l'économie européenne. Je peux répéter si vous voulez. Bon. Dit autrement, il va falloir que l'Europe trouve le moyen, avec une économie sans croissance, d'inciter les gens qui ont plein de charbon à ne pas taper dedans. Voilà, je vous rappelle que nos voisins allemands ont décidé de faire exactement l'inverse pour le moment.
Et enfin, la dernière chose, le dernier élément de conclusion, c'est que bien évidemment, la hiérarchie des nuisances ou la hiérarchie des mérites valables en monde infini n'est pas celle qui est valable en monde fini, puisque l'ordre respectif des contraintes que l'on doit prendre en compte change complètement. Entre autres conclusions, ça implique aussi que les modèles macroéconomiques que nous utilisons aujourd'hui, qui sont asservis qui bouclent par les prix, et qui présupposent des élasticités entre les prix et les volumes qui sont à peu près constantes, sont devenus grossièrement inopérants. C'est la raison pour laquelle on n'a pas, entre guillemets, vu venir la crise de 2007, qu'on pouvait très bien voir venir si on se concentre sur les volumes, et notamment les volumes d'énergie, et qu'on ne voit pas venir si on regarde les prix. Et l'une des choses que je vous montrerai si j'en ai le temps, c'est qu'aujourd'hui, par exemple sur le pétrole, il n'y a plus d'élasticité prix-volume. C'est-à-dire que le prix du pétrole ne donne pas la quantité de pétrole. Il donne le prix, point. Or, ce qui compte pour l'économie, c'est la quantité, c'est pas le prix. Donc voilà les quelques conclusions que je vous propose. Alors maintenant, il y a deux options. C'est comme des films où vous pouvez choisir la fin. Ou bien on part de ces choses-là, j'ai plus rien à vous montrer et on discute. Ou bien ça demande quand même quelques explications et à ce moment, je vous les fournis.